Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble comment diversifier son patrimoine avec l'investissement dans des cheptels bovins. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Karl Darginov. Bonjour Karl Darginov. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur des investissements donc chez directeur des investisseurs ou des investissements. Directeur de la relation investisseur. De la relation investisseur chez Élevage et Patrimoine. Et bien justement, on va en parler de ces investisseurs. Pourquoi est-ce que on procède à l'investissement dans un cheptel, Karl Darginov ? Et puis en fait, on est côté éleveur dans ce cas-là, et vous avez une population d'éleveurs aujourd'hui qui n'ont rien d'autre que les fonds propres ou la dette bancaire pour pouvoir acquérir des bovins. D'accord. Et il existe une disposition ancestrale, alors on va dire, qui s'appelait la gazaille, qui était utilisée au Moyen-Âge où les citadins finançaient les ruraux. Qui s'appelait la quoi là ? La gazaille. La gazaille, et d'accord. Depuis, ça a été encadré par Napoléon. C'est une disposition napoléonienne de 1804, ça s'appelle le bail à cheptel. D'accord. Et qui nous permet en fait de collecter des fonds et d'acheter des génisses pour les mettre à la location chez les éleveurs. Avec un avantage majeur pour eux, puisque le fait de pouvoir louer leurs animaux leur permet beaucoup de flexibilité. D'accord. Et puis, évidemment, lorsque on leur tourne le dos financièrement, c'est-à-dire que ça peut arriver que des établissements bancaires ne les accompagnent plus, Bien sûr. eh bien, nous venons un petit peu au secours et c'est à ce moment-là qu'on est très utile pour les éleveurs. Ça veut dire que quand on est éleveur, on peut exploiter un troupeau dont on n'est pas propriétaire, mais simplement locataire. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est peu commun sur notre territoire, mais c'est très très implanté aux États-Unis et en Australie. Donc les éleveurs, et puis de toute façon nos éleveurs aujourd'hui sont demandeurs, c'est-à-dire que les éleveurs français dans l'agriculture française ont véritablement besoin de trouver des financements alternatifs à la dette bancaire. Et donc en fait le bail à cheptel est une disposition qui leur permet véritablement de pouvoir acquérir des bovins. Pour bien comprendre, ça veut dire que le schéma classique, c'est je vais voir ma banque, je souscris un crédit, avec ce crédit, j'achète un cheptel qu'ensuite j'exploite pour effectivement mon exploitation agricole. Et le schéma alternatif, c'est des investisseurs réalisent l'acquisition au travers d'un intermédiaire pour moi et ensuite me louent le cheptel. Ça me revient moins cher à la fin en tant qu'éleveur, c'est ça ? Alors oui. Ou en tout cas, j'ai moins besoin de liquidité à un instant T ? Absolument. Et d'ailleurs, l'idée, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le fait de pouvoir acquérir vos bovins à la location vous permet d'augmenter votre encours pour pouvoir souscrire une dette bancaire, pour acquérir par exemple du matériel de type robot de traite ou distribution alimentaire. D'accord, ça permet d'investir ailleurs en fait. Mais oui, et ça permet surtout d'améliorer les conditions de travail et donc les conditions de vie de ces éleveurs qui aujourd'hui ont besoin d'avoir des conditions normales pour pouvoir maintenir leurs activités. Et il faut s'inquiéter de la succession de ces fermes-là. Donc c'est un véritable outil qui nous permet de pérenniser en tout cas ces activités. Quand on est côté investisseur à présent, parce que là on a expliqué ce qui se passait côté éleveur, côté investisseur, quel intérêt effectivement d'aller vers ce type d'investissement ? Alors évidemment on peut être sensible effectivement à la cause des éleveurs et avoir envie de les aider, mais qu'est-ce qui se passe côté investisseur ? Alors en fait c'est quand même, nous on existe depuis 50 ans, c'était un produit de placement, donc le bail à cheptel qui existe depuis maintenant longtemps et qui était très confidentiel. Le fait de l'avoir enregistré auprès des autorités du marché financier nous permet de faire appel à l'épargne publique. Donc on a nous avons ouvert nos communications et les investisseurs sont d'abord évidemment bien souvent très dans l'affect sur ce type de produit, c'est-à-dire que ce sont bien souvent des gens qui ont dans leur entourage de près ou de loin quelqu'un dans l'agriculture, et puis nous sommes tous issus de la ruralité dans ce territoire français. Bien sûr, oui. Donc il y a une vraie sensibilité. Après, ça rentre parfaitement bien dans le cadre d'un portefeuille de placement, puisque c'est un produit de diversification qui permet d'avoir un rendement qui est stable. On est complètement décorrélé des marchés financiers, puisque c'est un investissement qui est fait dans l'économie réelle. On tourne autour de 3% de rendement, quelle que soit la situation. D'ailleurs, on voit bien sur ces 10 dernières années, on a surperformé l'OAT, qui lui était très très bas. Bien Donc, sûr. On est très régulier. Et puis, on permet aussi d'avoir des dispositions fiscales qui contribuent à réduire son impôt lorsqu'on place dans le cheptel bovin. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Oui, j'imagine qu'on n'achète pas directement, on n'investit pas en direct, il y a des intermédiaires quand même. Absolument. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre qu'à faire que placer votre apport, votre actif dans une société en participation, qui est une société de personnes que nous gérons. D'accord. Nous donner un contrat de délégation de gestion et on s'occupe pour vous de votre cheptel à la location. En contrepartie, vous obtenez un rendement.
Quand on parle de rendement, on aime bien parler de risque dans cette émission. Le risque, il est de quel Alors, ordre? le risque, il existe toujours en capitalisation et en liquidité. Il est très encadré. C'est-à-dire que du fait qu'on soit enregistré pour la liquidité, tout ça est très encadré et clairement défini, puisqu'on s'appuie sur des documents comme une fiche signalétique et des documents d'information réglementaire qui sont partagés avec l'investisseur. Donc la transparence est totale. Et en fait, la liquidité est encadrée puisqu'il y a 3 mobilités de sortie. En fait, on a 6 mois pour liquider un investisseur. On le fait quasiment dans les 30 jours. C'est très très régulier, puisque comme nous sommes en forte croissance, nous avons beaucoup plus d'investisseurs qui souhaitent rentrer. Donc on a toujours la possibilité de céder l'actif. Donc là, vous constatez quoi? Que vous avez une demande côté éleveur, une côté investisseur et une demande côté investisseur aujourd'hui. Il y a une demande des deux côtés? Oui, absolument. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'à partir du moment où vous pouvez communiquer publiquement, bien évidemment, vous vous faites connaître. On a beaucoup de notoriété. Les plateaux télé de grandes chaînes sont intéressés à nous, donc ça a contribué aussi à notre notoriété. Et vous vous intéressez à nous et on vous en remercie. Ça aussi contribue à notre notoriété. Les éleveurs ont besoin de financement alternatif dans l'agriculture, c'est indéniable. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans l'élevage et l'agriculture française. Oui. Donc il est de capital de se préoccuper de la souveraineté de la production alimentaire sur notre territoire. On va contribuer, nous, à ça. Et on a pris des dispositions ESG, on pourra en débattre si vous voulez, je pourrais vous les expliquer. Et donc les éleveurs aujourd'hui, les jeunes éleveurs, on ne va pas parler des anciens. Les anciens sont très attachés, c'est viscéral à la propriété. J'achète mes vaches, elles sont à moi. Mais les jeunes éleveurs qui arrivent aujourd'hui sur le marché, ils ont des préoccupations. D'abord, ils doivent, pour reprendre une ferme, payer l'exploitation, l'immobilier, oui, bien sûr. etc., etc. Et donc, on va simplifier les successions des fermes, on va leur permettre de s'installer et ils n'ont aucun état d'âme à louer leurs vaches. Ça, c'est les élevages. Et l'élevage, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers qui souhaiteraient le faire. Et enfin, vous avez les investisseurs qui, eux, se disent « Ok, notre placement a du sens, on considère qu'il est solidaire, ou en tout cas éthique peut-être, et dans le cadre d'une diversification, sont intéressés pour le faire. » Absolument. Le rôle des conseillers en gestion de patrimoine dans tout ça, c'est des partenaires. Ouais, il est majeur. Ouais, aujourd'hui, il est majeur parce que nous avons pris la décision de leur confier en fait la distribution de notre produit. D'accord. Alors évidemment, ça s'adresse qu'à des conseillers en gestion de patrimoine qui sont CIF. Mais grâce à eux, évidemment, on va beaucoup plus vite puisqu'ils ouvrent en fait notre produit de placement à leur clientèle et donc les souscriptions sont plus simples, elles sont digitalisées, donc tout est fait à distance, mais elles nous permettent d'obtenir des montants de placement bien plus importants que lorsqu'on traite en direct un investisseur qui n'a pas le niveau de confiance qu'il peut avoir avec un conseiller en gestion de patrimoine. Merci beaucoup, Karl Darginov, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la relation investisseur chez Élevage et Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.